À quoi sert l'ONU? L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, créée en 1945 au sortir de la Seconde Guerre mondiale, est souvent critiquée. On la taxe souvent d'inefficacité, d'impuissance ou de paralysie. D'ailleurs, le général de Gaulle, déjà dans les années 60, critiquait l'ONU qu'il appelait avec mépris le machin. Alors qu'en est-il aujourd'hui, au terme de plus de 70 ans d'existence de l'ONU? L'ONU, c'est vrai, pour son action de contribuer à la paix dans le monde, on ne peut pas dire qu'elle ait réussi, puisque les guerres se sont succédées, elle a pu échouer. Prenons comme exemple la Syrie, où depuis 2011, c'est-à-dire depuis 6 ans, sévit une guerre meurtrière qui a fait plus de 400 000 morts et 6 millions de réfugiés. De même, quelques années auparavant, il y avait eu l'entrée en guerre des États-Unis en Irak en 2003 qu'ils avaient effectuée sans l'aval de l'ONU. Et malgré le fameux discours de Dominique de Villepin qui essayait de persuader les États-Unis de ne pas entrer en guerre en Irak. Encore avant, il y avait eu dans les années 1990 le génocide au Rwanda en 1994-95 et le massacre de Srebrenica en ex-Yougoslavie dans ces mêmes années, et l'ONU était restée impuissante face à ces massacres. Mais malgré ces échecs, l'ONU reste un mécanisme indispensable. Indispensable car c'est une organisation universelle car elle rassemble 193 États membres, soit presque tous les pays du monde, et c'est l'organisation internationale la plus démocratique. La plus démocratique car à son assemblée générale, qui compte les 193 États membres, chaque État, qu'il soit riche ou pauvre, est doté d'une voix. Donc ça, c'est un mécanisme démocratique. Contrairement à d'autres institutions internationales, comme l'OTAN, qui ne rassemble que les pays occidentaux, le FMI et l'OMC, où il y a un système de vote pondéré, c'est-à-dire que ce sont les pays les plus riches qui ont plus de voix, ou encore l'OCDE, qui est finalement un club de pays riches où il y a environ seulement 35 États membres, de même que le G7, G8, le G20, qui sont aussi des clubs de pays riches. L'ONU est aussi très importante car elle véhicule des valeurs progressistes. En effet, dans sa charte, la charte de 1945, il y a les idées de progrès social, les idées de plein emploi, les idées de droits de l'homme, qui sont très importants. Et l'ONU a adopté des textes, une action normative, des textes très progressistes, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, ou encore la Convention internationale sur les droits de l'enfant en 1989, et aussi la Convention sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles en 1990. Et des agences comme l'UNESCO ont mené une éducation à la paix, éducation contre le racisme, etc. Donc des choses très progressistes. En fait, le problème souvent, et qui rend l'ONU inefficace, c'est que les États ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire que les États ne ratifient pas ces textes novateurs et progressistes. Par exemple, les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention internationale sur les droits de l'enfant, parce qu'ils tiennent aux États-Unis, en fait, il est autorisé d'exécuter des enfants s'ils sont coupables, ce qui est interdit par la Convention internationale des droits de l'enfant. Ou encore, les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle de 2005, parce que pour les États-Unis, la culture, c'est d'abord une marchandise, c'est d'abord un objet de commerce, alors que selon l'UNESCO, selon cette convention, la culture est un bien public mondial auquel tout le monde a droit. Concernant le maintien de la paix, il y a les casques bleus qui ont été créés. Cette force de maintien de la paix a été créée en 1948 et les casques bleus ont pour la première fois été déployés pour une action armée en 1956 lors de la crise de Suez. Ces casques bleus ont fait beaucoup d'actions. Ils ont été présents sur plusieurs continents. Ils ont eu le prix Nobel de la paix en 1988 et ils ont été déjà plus de 2400 à mourir en mission. Il y a eu depuis le début, la création de l'ONU, plus de 60 opérations de maintien de la paix. En fait, paradoxalement, pendant la guerre froide, pendant qu'il y avait les tensions de la guerre froide, il n'y avait pas beaucoup d'opérations de maintien de la paix. Il y avait l'équilibre de la terreur, comme on disait. Il n'y en avait pas plus de 15 pendant toute la guerre froide. Il y a eu beaucoup plus d'opérations de maintien de la paix depuis la fin de la guerre froide. Aujourd'hui, il y a 16 opérations de maintien de la paix en cours dans le monde, dont 9 en Afrique.
Et l'ONU a contribué aussi à la paix dans le monde par des textes comme le traité de non-prolifération en 1968 qui essaye de limiter l'armement nucléaire notamment. Et on peut aussi rajouter que l'ONU a été un formidable laboratoire d'idées novatrices. C'est ce que je m'attache à montrer dans mon livre « Histoire des idées des Nations Unies » qui est paru en 2015 aux éditions L'Harmattan. Par exemple, toutes ces notions qui sont aujourd'hui dans l'air du temps, des notions de développement durable, de réflexion sur le secteur informel, la notion de biosphère aussi, de patrimoine mondial, la notion de responsabilité de protéger, qui est une des déclinaisons du droit d'ingérence humanitaire, ou la notion de développement humain avec la création de l'IDH, l'indicateur sur le développement humain en 1990. Tout ça, ce sont des idées qui ont germé ou qui se sont développées à l'ONU, au sein de l'ONU et de ses agences. Malgré tout, l'ONU a donc toujours des faiblesses à corriger. Tout d'abord, il y a une entorse au caractère démocratique de l'ONU, c'est le droit de veto au Conseil de sécurité, un droit, le droit de dire non à une résolution votée par la majorité des pays. Et ce droit, c'est 5 pays qui l'ont, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine, c'est-à-dire les pays considérés comme les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Or, cela n'apparaît plus justifié aujourd'hui et cela a souvent paralysé l'ONU, l'a empêché d'agir dans des conflits, dans des situations graves, comme par exemple la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam. Par ailleurs, il faudrait démocratiser encore le fonctionnement de l'ONU. Son fonctionnement est parfois un peu lourd et avec des pertes d'énergie et le recrutement est opaque. La nomination du secrétaire général doit être encore plus transparente pour éviter que des personnes soient recrutées, pas forcément pour leurs compétences, mais pour des raisons politiques ou de clientélisme. Par exemple, l'ancien secrétaire général dans les années 1970 était Kurt Waldheim, un Autrichien, et qui, il a été révélé plus tard, était un ancien nazi. Il faudrait aussi que l'ONU agisse plus largement aujourd'hui pour l'égalité et le progrès social en matière donc sociale, économique et culturelle. Par exemple, l'ONU pourrait agir plus encore pour réglementer les pratiques sociales des firmes multinationales. Ça pourrait être la mission de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui s'occupe des conditions de travail, puisqu'on sait que les multinationales aujourd'hui dans le monde, avec leurs sous-traitants, souvent en Asie, ne respectent pas les conditions de travail décentes. Il faudrait donc qu'elles agissent plus pour éventuellement faire des sanctions contre des multinationales qui traitent indignement leurs travailleurs. L'UNESCO, enfin l'ONU et ses agences pourraient aussi s'attacher à réglementer la finance, créer peut-être une taxe sur les transactions financières, essayer de rendre impossibles les paradis fiscaux qui font échapper des milliards chaque année aux États. Et c'est aussi en fait tous les problèmes transnationaux, les problèmes qui dépassent les frontières étatiques, comme ce que je disais, réglementer la finance, éviter les paradis fiscaux, et aussi venir en aide aux réfugiés. Aujourd'hui, il y a 65 millions de réfugiés dans le monde. On est face à la plus grave crise de réfugiés dans le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et l'ONU a une expertise en la matière pour les questions de réfugiés, puisque déjà dans l'entre-deux-guerres, l'ancêtre de l'ONU, la SDN, la Société des Nations, avait créé le passeport Nansen pour permettre aux réfugiés de voyager. Et après la Seconde Guerre mondiale, l'ONU avait créé l'OIR, l'Organisation internationale des réfugiés, qui était une agence temporaire destinée à aider les réfugiés à se réinstaller dans un pays et à reconstruire une vie sereinement. Aujourd'hui, il y a le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés qui pourrait faire plus pour les réfugiés. L'ONU pourrait enfin agir pour réduire les inégalités sociales dans le monde qui ne cessent de s'accroître, puisqu'aujourd'hui, les 1% des personnes les plus riches dans le monde possèdent ensemble plus que ensemble cumulés les 99% restants, ce qui est des inégalités criantes et de plus en plus exacerbées. Et l'ONU pourrait aussi agir contre le terrorisme, pour éviter les groupes mafieux. Donc en fait, il faudrait donner plus de pouvoir et plus de financement aussi à l'ONU et ses agences et démocratiser son fonctionnement.
peut-être un pouvoir de sanction économique à l'ONU et qu'elle puisse avoir aussi, pour rendre plus efficace son action d'obtention de la paix dans le monde, créer peut-être une sorte de véritable armée internationale qui aurait le pouvoir, sur mandat donc des États membres, d'imposer la paix au besoin par la force, alors que les casques bleus aujourd'hui ont une mission a minima, ils n'ont pas vraiment le droit d'utiliser la force, sauf pour se défendre. Voilà, donc l'ONU, loin d'être caduque aujourd'hui, loin d'être obsolète, est plus que jamais indispensable dans le monde actuel et il faut la soutenir et l'encourager à s'améliorer.